Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord remercier Fouad, l'université, le centre aussi à la fois pour l'invitation et puis pour la qualité de l'accueil. Et puis, je voudrais m'excuser aussi auprès des intervenants qui sont prévus là cet après-midi. Je les lâche un peu là pour entamer le cycle de la responsabilité. M'excuser auprès du rapporteur de synthèse parce que je dois partir plus tôt. Alors, il se trouve qu'on repart au même endroit. On arrive à peu près à la même heure, mais on ne part pas à la même heure. Donc ça, c'est le joie de la SNCF. Bref. Donc je vais vous parler aussi un peu, et encore toutes mes excuses, de droit administratif et de responsabilité administrative, ce qui évidemment, partant du droit international, pourra paraître. Enfin, je vous laisse juger. Alors, d'abord sur le sujet en tant que tel, qui m'a posé finalement beaucoup de questionnements d'ordre presque métaphysique. Alors, je vais reprendre simplement les termes du sujet. Je ne reparlerai pas du drone militaire, parce que je crois qu'on en a suffisamment parlé. C'est l'expression finalement drone militaire en opération qui m'a un petit peu perturbé, parce que je me suis demandé si finalement, du point de vue du droit de la responsabilité administrative, et donc du point de vue du droit administratif, il s'agissait finalement plutôt des drones en opération militaire. Et si oui, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une opération militaire ? Si on se place du point de vue du droit administratif, la réponse est assez décevante. Il y a beaucoup de déception dans mon intervention. D'une part parce que si on regarde du côté du code des pensions militaires d'invalidité, on a des expressions qui sont utilisées, c'est fait de guerre, opération extérieure aussi qui est utilisée. Et du côté de la jurisprudence administrative, alors là, on a un florilège. On évoque tantôt les faits de guerre, opérations de guerre, événements de guerre, événements, et puis opérations militaires. Et cette dernière, d'ailleurs, comme je vous le dirai, cette dernière expression d'opération militaire a été utilisée récemment par le Conseil d'État dans un arrêt de 2010 pour des opérations de l'OTAN au Kosovo, auxquelles la France a pris part. J'en reparlerai, parce que c'est la base principale de ce que je vais vous dire. Bref, l'opération militaire, au sens du droit administratif, se définit finalement de manière assez matérielle. Elle peut concerner un fait de guerre, mais elle peut concerner aussi, à l'heure où on parle davantage de crise que de guerre, elle peut englober toute une panoplie finalement d'opérations qui n'ont en commun, comme le dit un auteur, qui n'ont en commun que leur ampleur qui permet de les différencier d'une simple opération de police administrative. Bon, alors cette définition, elle est vague, mais enfin, elle permet de mettre de côté ce qui a été traité d'ailleurs très bien ce matin, la réparation des dommages en cas de temps de paix, comme on dirait. Deuxième questionnement, c'est sur la notion de responsabilité administrative. L'expression est commune, évidemment, elle est utilisée comme telle par les administrativistes. Moi, je ne suis pas le seul, m'a toujours un petit peu dérangé, pour deux raisons. D'une part, parce qu'elle semble opposer responsabilité administrative et responsabilité civile. Alors, vous savez que lorsqu'on parle de la responsabilité des personnes publiques, il s'agit d'une responsabilité civile, en tout cas rattachée au système de la responsabilité civile. On trouve le même système restitutif, on trouve les trois conditions d'engagement de la responsabilité. Et puis par ailleurs, quand on parle du droit de la responsabilité administrative, en réalité on y inclut l'indemnisation dans le cadre de la responsabilité administrative, mais également l'indemnisation dans le cadre de ce qu'on appelle l'indemnisation automatique, qui n'est pas un système de responsabilité civile, parce que là on n'y trouve pas les trois conditions d'engagement classiques d'une responsabilité, et pourtant on le traite également. Il s'agit d'une réparation de la part de l'État. Bon, alors ces précisions étant faites, quel lien peut-on faire entre ces drones militaires en opération et la responsabilité administrative ? Ces engins, dès lors qu'ils sont armés, peuvent causer un certain nombre de dommages, corporels ou non, aux militaires eux-mêmes qui les manipulent, à des victimes aussi civiles, qui peuvent être d'ailleurs françaises et étrangères. Alors si je mets de côté le système de la responsabilité internationale de l'État,
Si je mets de côté aussi peut-être les hypothèses de responsabilité du constructeur, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, sur la base des régimes existants, finalement, la réponse, comme je disais, est assez décevante. Parce que du point de vue, d'abord, du côté du militaire, donc celui qui manipule à distance le drone, sa responsabilité civile personnelle a peu de chances d'être engagée, sauf dans l'hypothèse où il commet une faute dite personnelle. Et vous savez que les cas de responsabilité personnelle pour un agent public correspondent à des définitions assez étroites, et par ailleurs, le fait de service, comme on dit, est entendu de manière assez large, de manière à protéger justement l'agent public. Alors du côté de l'État, qui est à l'origine de l'opération, ce sont les principes de la responsabilité du fait des opérations militaires qui va s'appliquer. Et là, il y a un principe constant dans la jurisprudence, donc d'ailleurs je pourrais m'arrêter là, qui est le principe de l'irresponsabilité de l'État, sauf, alors, irresponsabilité de l'État, ce qui n'exclut pas toute possibilité justement de réparation en cas de dommage, mais à partir du moment où cette réparation, finalement, elle est incluse dans un système qui est un système d'indemnisation automatique, donc expressément prévu par la loi, comme le dit d'ailleurs la jurisprudence. Alors, je vais reprendre ces deux hypothèses et essayer finalement d'appliquer ça à notre objet, c'est-à-dire les drones militaires. Alors, sur le premier point, l'impossible réparation par application du régime général. Alors le régime général, c'est quoi? C'est ce que je disais, c'est-à-dire la responsabilité ici de l'État. Alors je le disais à l'instant, il y a un principe sur lequel je vais un peu revenir, qui est le principe de l'irresponsabilité de l'État du fait des opérations militaires, d'ailleurs, opérations militaires quelles qu'elles soient. Ce principe, il est affirmé de manière constante. Alors, il y a peu d'arrêts, mais les arrêts finalement disent à peu près la même chose. Depuis au moins un arrêt fin 19e siècle du Conseil d'État qui affirme que les opérations militaires, alors ça c'est l'expression qui est utilisée aujourd'hui, les opérations militaires ne sont pas par nature susceptibles d'engager la responsabilité de l'État. Et ça a été réaffirmé par le Conseil d'État, je viens de vous le dire récemment, dans cet arrêt de 2010, à propos de dommages causés à une société française qui résultait du blocage de la navigation sur le Danube dû à des bombardements aériens en ex-Yougoslavie. Alors, quelle est la justification de cette irresponsabilité? La doctrine, c'est un peu... la doctrine qui s'y est intéressée, c'est-à-dire pas grand monde, c'est un peu opposée quand même sur les fondements de cette irresponsabilité. Il y en a qui disent et qui prétendent que cette irresponsabilité, finalement, c'est un problème de compétence ou d'incompétence du juge administratif. Et ils se fondent finalement sur la théorie des actes de gouvernement, qu'on connaît assez bien dans le contentieux de l'excès de pouvoir. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne certaines décisions militaires, le Conseil d'État, en excès de pouvoir, a considéré qu'il n'était pas compétent au nom de la théorie des actes de gouvernement parce que ça se rattache à des opérations, finalement, aux rapports internationaux de la France, donc théorie des actes de gouvernement. En matière de responsabilité, ce n'est pas du tout le raisonnement du juge, puisque le juge administratif nous dit qu'il est bien compétent, mais qu'en même temps, il n'y a pas de lien de causalité, finalement, entre, d'une part, les opérations militaires, les faits de guerre, et d'autre part, le dommage. Donc c'est un problème, finalement, ici, de fond, très, très exactement, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il fait référence au fait que les opérations militaires ne sont pas par nature. Et comme le disait un auteur, Raymond Audin, il y a quelques années, finalement, ces opérations militaires se rattachent à une zone qui est une zone, finalement, qui est hors du droit. Donc les opérations militaires sont hors du droit et, en tant que telles, ne donnent pas lieu à responsabilité de l'État. Première remarque. Deuxième remarque, on pourrait se dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vaut, finalement, ce système d'irresponsabilité au regard, notamment, de ce qu'on appelle le droit à l'indemnisation, qui est un droit qui se renforce si l'on regarde
la jurisprudence constitutionnelle, si l'on regarde la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors il n'est pas sûr d'ailleurs que cette jurisprudence européenne et constitutionnelle remette en cause d'ailleurs ce principe d'irresponsabilité, puisque tant d'ailleurs le Conseil constitutionnel que la Cour européenne des droits de l'homme admettent un certain nombre de limites, je ne vais pas rentrer dans les détails, à ce droit à la réparation. Alors, ce régime d'irresponsabilité, il est d'ailleurs largement entendu, c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'il vaut pour toutes les opérations militaires, avec l'incertitude que j'ai relevée tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, c'est-à-dire une conception finalement matérielle assez floue, assez large, et par ailleurs, il vaut pour absolument tous les régimes de responsabilité, c'est-à-dire ça vaut pour la responsabilité pour faute, il n'y a pas de responsabilité pour faute de l'État, et ça vaut pour la responsabilité sans faute, ou les régimes de responsabilité sans faute. Alors il y aurait eu pourtant un intérêt à mettre en cause éventuellement la responsabilité de l'État sans faute. On l'a déjà connu pour certaines activités de souveraineté, je pense à l'État législateur ou à la justice, où effectivement on est passé par des systèmes, l'État législateur c'est ça, par des systèmes de responsabilité sans faute, avant d'admettre d'ailleurs très récemment une possible responsabilité pour faute de l'État. Alors on aurait pu imaginer cette hypothèse pour les opérations militaires. Certains auteurs d'ailleurs vont dans cette voie et certains d'ailleurs militent pour la mise en place d'une responsabilité sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques. Alors je ne pense pas que ce soit très opérationnel, parce que ces auteurs finalement se fondent sur le fait qu'une opération militaire c'est un acte de gouvernement. Donc c'est une activité normative. Et en tant que tel, on pourrait mettre en cause, comme on peut le faire pour la loi, on peut mettre en cause la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques, mais on sait qu'une opération de guerre, ce n'est pas assimilable sur le plan du contentieux de la responsabilité à des actes de gouvernement. Donc cette justification, finalement, n'est pas très opérationnelle. La responsabilité pour risque, ça a été évoqué ce matin en dehors des opérations militaires. Responsabilité pour risque, alors ça pourrait marcher effectivement pour notre affaire, c'est-à-dire le drone militaire, sur la chose dangereuse, donc responsabilité pour risque du fait d'une chose dangereuse. Ça a été admis effectivement par la jurisprudence administrative. Je ne pense pas que ce soit opérationnel pour les drones militaires en opération. Je ne parle pas des drones militaires qui ne seraient pas dans le cadre d'opérations militaires, mais des drones militaires en opération. Encore une fois, ici, je vois peu ce régime pouvoir s'engager. Et dans l'hypothèse où il pourrait s'engager, il faudrait répondre à la question de savoir si effectivement le drone militaire en opération est une chose dangereuse. Et d'autre part, si, puisque ça a été étendu, comme vous l'avez dit ce matin, aux armes, si finalement ce drone militaire en opération, c'est une arme en tant que telle, ou bien simplement un vecteur pouvant éventuellement porter une arme. J'avoue que je n'ai pas de réponse sur ce point. Bon, ça c'est mon premier point. Pas de responsabilité finalement de l'État. Le deuxième point, c'est de savoir si finalement il peut y avoir une réparation par application d'un régime qui serait non pas le régime de droit commun, je viens de l'expliquer, c'est pas possible, mais par application d'un régime spécial, c'est-à-dire par l'utilisation finalement d'une indemnisation automatique instaurée par la loi. Alors ça existe évidemment, et aujourd'hui c'est inscrit dans le code des pensions militaires d'invalidité, et ça vaut tant pour les dommages d'ailleurs subis éventuellement par le militaire, que les dommages subis par les particuliers, c'est-à-dire les victimes civiles. Mais là encore, vous allez voir, la réponse finalement est assez décevante. Pour les militaires, à la limite, on pourrait éventuellement voir l'indemnisation reconnue du fait de l'utilisation, du fait d'un dommage causé par un drone, parce que le militaire, dans le cadre de son service, mais aussi dans le cas d'une opération militaire, un fait de guerre, peut être victime dans l'utilisation de ce drone militaire. Il peut être victime de dommages. Et à ce moment-là, le Code des pensions, finalement, applique un système qui est relativement avantageux pour le militaire. D'une part, parce que je viens de le dire,
ce système finalement englobe tout un tas de faits. Ça peut être le fait de service, donc ce qu'on appellerait finalement pour les fonctionnaires l'accident de service, les faits de guerre, mais aussi, et ça vaut pour la nouvelle formule du Code des pensions militaires d'invalidité qui sera opérationnel au 1er janvier 2017, ça vaut explicitement pour les opérations extérieures. Et deuxième chose, c'est un régime, comme on dit, de réparation forfaitaire, où ce qui est important ici, c'est de démontrer finalement l'imputabilité entre l'accident et puis le fait, hein, qui peut être fait de guerre, fait de service, etc., etc. Mais ce qui est intéressant pour le militaire, c'est qu'il existe des cas de présomption d'imputabilité. Donc des cas où finalement le militaire n'a pas à prouver un quelconque lien finalement entre les deux, donc c'est plutôt avantageux. Par ailleurs, ce qu'il y a aussi d'avantageux pour le militaire, c'est que c'est un régime de réparation forfaitaire qui peut se combiner avec éventuellement un mécanisme de responsabilité administrative. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qu'on appelle l'aménagement du régime de forfait de pension, qui permet finalement à un militaire, dans certains cas, de cumuler finalement sa pension avec une indemnisation issue du système de la responsabilité, cette fois-ci administrative, notamment en cas de faute de l'administration. Bon, reste à savoir d'ailleurs, il n'y a pas de jurisprudence là-dessus, si ça s'applique explicitement d'ailleurs aux opérations militaires, et là j'avoue que je ne peux pas répondre à cette question. Dernier point, et je terminerai là-dessus, c'est les victimes civiles. Existe-t-il finalement en droit interne français un régime législatif d'indemnisation automatique? Alors, il en existe, effectivement, dans le code des pensions militaires d'invalidité, mais alors ces régimes sont évidemment très restrictifs. Ces régimes sont restrictifs, pourquoi? Parce qu'ils visent certains faits de guerre, donc ils visent des faits de guerre, et ils visent des faits de guerre précisés par les différentes lois qui sont intervenues, aujourd'hui codifiées dans le code que je viens de mentionner. Alors, il y avait pendant assez longtemps, et ça ne figurera plus dans la prochaine version du code, la guerre 14-18, évidemment. Il y avait la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Et puis, il y avait aussi certaines guerres, entre guillemets, qui étaient mentionnées. Guerre d'Algérie, mais aussi certains événements au Maroc ou en Tunisie. Donc tout ça, c'est mentionné explicitement par le code. Donc, en dehors de ça, il n'y a pas de possibilité de réparation automatique. Et par ailleurs, les victimes qui sont ciblées finalement par ces législations spécifiques sont là encore très précises. Ce sont évidemment pas des victimes étrangères, ce sont des victimes qui ont la nationalité française, sauf peut-être pour la guerre 39-45. Enfin, c'est la période, c'est 39-47 hein, qui est prévue par le Code, où il est prévu des étrangers, mais qui résidaient sur le territoire français. Donc, et je conclurai par là, si on regarde juste les victimes finalement civiles, éventuellement des dommages causés par les